Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, pensez à vous abonner. Et si vous le pouvez, devenez membre sur YouTube, soutenez-nous sur Patreon ou faites un petit don grâce au lien dans la description. Sans plus attendre, accueillons notre invité de ce soir, l'ambassadeur Chas Freeman. L'ambassadeur Freeman est un diplomate américain à la retraite et un écrivain. Ambassadeur Freeman, ravi de vous retrouver dans India and Global Left. Merci Jyotishman. Ravi d'être avec vous. Ambassadeur Freeman, comment décririez-vous la situation actuelle entre les États-Unis et l'Iran? Eh bien, beaucoup de bruit pour rien en réalité. Je pense qu'on est dans une impasse totale. Il n'y a aucune négociation en cours, malgré les déclarations répétées du président Trump affirmant qu'elles sont sur le point d'aboutir à une percée. Tout cela semble purement de la mise en scène, avec pour objectif de manipuler les cours des actions, les prix sur les marchés financiers, pas d'obtenir quoi que ce soit avec l'Iran. Il y a bien eu des échanges via le Pakistan autour d'un protocole d'accord. Mais un protocole d'accord, c'est pas un accord. C'est en gros un accord pour essayer d'en conclure un. C'est un cadre pour de futures négociations. Or, ce cadre n'existe pas entre les deux parties. Les exigences des deux camps ignorent complètement les besoins de l'autre. Les États-Unis continuent de se concentrer sur l'un des nombreux sujets qu'ils avaient soulevés au début de cette guerre, à savoir le programme nucléaire iranien. Ils ont abandonné leur objectif de changement de régime en comprenant que c'était impossible. Ils veulent aussi rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais la méthode qu'ils ont choisie pour y parvenir est pour le moins étrange. Ils ont décidé de mettre en place un contre-blocus. Du côté américain, l'agenda reste donc largement influencé par Israël, qui est obsédé par le programme nucléaire iranien et par le rôle de l'Iran comme principal frein à l'hégémonie israélienne en Asie de l'Ouest. Mais les États-Unis subissent aussi des pressions internes, notamment à cause de la hausse des prix de l'essence. Le prix dépasse maintenant largement 4,50 $ le gallon. Un gallon, c'est d'à peu près 4 litres, pour ceux d'entre vous qui vivent dans le monde moderne et utilisent le système métrique. Donc on parle d'une hausse d'environ 40% des prix, et ça continue de grimper. En juin, on s'attend à l'épuisement du pétrole expédié depuis le détroit d'Ormuz, et donc on prévoit probablement encore une hausse d'environ 20%. En Inde, dans votre propre pays, je crois comprendre que le Premier ministre a appelé à l'austérité et à limiter la consommation de certains produits, notamment à ne pas acheter d'or, entre autres. Ce en quoi je lui souhaite bonne chance. Autant que je m'en souvienne, les femmes indiennes aiment beaucoup l'or, et c'est un produit d'échange important depuis des siècles. Du côté iranien, les objectifs sont d'obtenir une paix large au Moyen-Orient, qui garantirait à l'Iran une protection contre de futures attaques d'Israël et des États-Unis, de garder le contrôle du détroit d'Ormuz, non seulement pour générer des revenus, mais aussi pour conserver un levier sur le reste du monde et bien sûr de mettre fin aux sanctions. L'Iran a aussi réclamé des réparations pour les dommages de guerre. Et évidemment, Donald Trump a rejeté cette demande, la jugeant totalement inacceptable. Je pense, Jyotish, qu'on commence à voir où tout cela pourrait mener et qu'il faudrait peut-être en parler. Pour l'instant, rien n'avance. On est dans une guerre d'usure, c'est-à-dire une guerre économique où chaque camp attend que l'autre s'épuise et cède. Mais pour le moment, aucun ne montre le moindre signe de faiblesse. Que pensez-vous des arguments selon lesquels Trump serait désespéré de mettre fin à cette guerre,
compte tenu des pertes militaires, des difficultés que cela entraîne, et aussi de l'impopularité et de l'impact économique à l'intérieur du pays, notamment la hausse des prix de l'essence aux États-Unis et l'inflation, qui est devenue un sujet majeur à l'approche des élections de mi-mandat dans moins de 6 mois. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle l'administration Trump serait vraiment pressée, voire désespérée, d'en finir avec cette guerre? Eh bien, je pense qu'il y a une volonté désespérée de mettre fin à la guerre. Et ça montre beaucoup de signes de panique, y compris des exigences qui changent sans arrêt. D'une heure à l'autre, on ne sait plus vraiment ce que l'administration propose. Et l'administration Trump, en gros, n'a plus d'option. Mais je ne crois pas que la pression qu'elle subit vienne des pertes humaines, en partie parce qu'elles ont été habilement dissimulées. Je pense qu'il y a eu beaucoup de victimes, mais on ne sait pas combien, ni en Israël, ni aux États-Unis. Trump subit la pression d'Israël pour reprendre la guerre. Il résiste. Et maintenant, on voit le Premier ministre Netanyahou déclarer qu'Israël doit affirmer son indépendance vis-à-vis du soutien logistique des États-Unis, renoncer à l'aide annuelle qu'il reçoit de Washington et agir par ses propres moyens. C'est évidemment une réaction à la pression exercée par l'administration Trump pour que Israël coopère à la fin de la guerre, alors qu'Israël ne veut pas le faire. L'une des exigences de l'Iran que je n'ai pas encore mentionnée, c'est la fin de la guerre au Liban. Et ça, c'est quelque chose qu'Israël est déterminé à poursuivre, dans le cadre de sa politique d'expansion territoriale et de domination de ses ennemis potentiels par sa gestion du conflit. Les pressions sont surtout économiques. Elles s'intensifient à l'intérieur du pays, comme je l'ai déjà dit. On commence à voir les signes d'une forte inflation, provoquée par les différentes pénuries qui apparaissent, pas seulement l'essence ou le diesel, mais aussi les engrais, l'aluminium, le gaz, l'hélium et toute une série de plastiques et de produits pétrochimiques. Et certaines régions du pays sont plus touchées que d'autres. La Californie, qui essaye de taxer le pétrole et le gaz pour atteindre des objectifs sociaux et environnementaux, est aussi la plus vulnérable aux variations des importations, parce que c'est l'État où la part du pétrole et du gaz importés est la plus importante. Et la loi Jones, une mesure qui remonte aux années 1920 et qui a contribué à détruire l'industrie navale américaine, en imposant que seuls des navires construits aux États-Unis puissent naviguer entre ports américains, a été suspendue. Résultat, certains superpétroliers, les États-Unis n'en construisent pas, des superpétroliers étrangers donc, approvisionnent désormais la Californie. À Washington, on parle de supprimer la taxe fédérale sur l'essence pour essayer d'alléger un peu la douleur. Mais cette douleur est bien là et elle va s'aggraver. Il y a aussi des pressions au niveau international. Il est très clair que les pays arabes du Golfe, à l'exception des Émirats arabes unis, qui restent obstinés et concentrés sur leur partenariat avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham en vue de relancer une action militaire, à part donc cette exception, tous les autres pays du Golfe mènent très clairement des discussions diplomatiques discrètes avec l'Iran sur un ordre post-guerre dans lequel les forces américaines ne seraient plus présentes. On en a d'ailleurs un signe avec l'autorisation donnée par l'Iran à un transporteur de gaz naturel qatari de traverser le détroit d'Ormuz. On peut supposer qu'il longera la côte à l'intérieur de la limite des 12 000 en direction du Pakistan, qui souffre beaucoup, tout comme l'Inde, du ralentissement des exportations en provenance du Golfe. Je pense qu'on commence à voir comment tout cela va se terminer. Le bras de fer entre la marine américaine et les Iraniens, pour savoir qui tiendra le plus longtemps, sera remporté par les Iraniens. Ils sont sur place, ils sont capables d'encaisser, ils souffrent,
mais ils trouvent des moyens d'atténuer cette souffrance. Maintenir la flotte américaine au large des côtes iraniennes, à une distance sûre pour mener un blocus, va être très difficile pour les États-Unis, parce que c'est au bout d'une ligne logistique extrêmement longue, et l'accès aux ports locaux n'est plus possible. L'usure des forces armées américaines, de la marine, des marines et même des navires eux-mêmes finit par peser lourd. À mon avis, cela finira par provoquer un repli. Mais au-delà de ça, on peut déjà voir, comme je l'ai dit, où tout cela va mener. D'abord, ça se terminera par une forme de réconciliation entre les pays arabes du Golfe et l'Iran, ce qui impliquera le retrait de la présence militaire américaine dans la région. Les États-Unis ont montré qu'ils n'étaient ni capables ni disposés à défendre les Arabes du Golfe face à l'Iran. Leurs bases sur le territoire de ces pays sont devenues des cibles plutôt que des atouts de défense. Et donc c'est clairement en train de se produire. Ensuite, je pense que l'Iran va garder le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est un tournant, parce que cela remet en cause 263 ans de suprématie maritime anglo-américaine, ainsi que les règles établies sur cette base, y compris celles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette convention stipule que les détroits, c'est-à-dire les passages étroits reliant des eaux internationales, dans ce cas le golfe Persique d'un côté et la mer d'Arabie ou le golfe d'Oman de l'autre, ne peuvent pas être obstrués. Or aujourd'hui ils le sont. Cette règle a d'abord été établie par la puissance maritime britannique après la défaite de la France à la fin de la guerre de 7 ans en 1763. Le flambeau de l'hégémonie maritime est ensuite passé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, en mars 1943, avec la bataille de la mer de Bismarck. Et aujourd'hui, tout cela est terminé. Les missiles basés à terre, l'artillerie si vous préférez, peuvent désormais frapper à des distances énormes. L'histoire est intéressante parce qu'elle commence avec la portée des canons au XVIIIe siècle, environ 3000. Un navire qui s'approchait à moins de 3000 des côtes risquait d'être touché. Mais cette limite a vite été dépassée. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons la capacité de frapper des navires à une distance de 2000 km, soit environ 1500 milles, ou au moins, avec des drones dans un rayon de 300 km, environ 200 milles. Nous assistons donc à la dégradation, à la chute d'un élément fondamental de l'ordre mondial comme conséquence de cette guerre. C'est un autre résultat. Le troisième, c'est que pendant que l'Iran va renforcer la répression contre ses citoyens, en réaction à leurs souffrances dues aux sanctions qui se poursuivent, ces sanctions deviennent de moins en moins efficaces. Je pense qu'elles continueront, mais le monde les respectera de moins en moins. Et la capacité des États-Unis à imposer des sanctions unilatérales, qui sont illégales selon la Charte des Nations Unies, mais qui sont pourtant devenues courantes, va diminuer. Le pouvoir américain dans le secteur financier, puisque tout cela repose sur le contrôle des transactions financières, va peu à peu s'éroder. Mais au final, et peut-être de façon encore plus déterminante, une guerre qui se voulait justifiée par la volonté de mettre fin au programme nucléaire iranien a en réalité renforcé ce programme. L'Iran est désormais presque certain de développer des armes nucléaires, ainsi que les moyens de les livrer, d'abord à Israël, puis à terme aux États-Unis. En d'autres termes, il suivra la même trajectoire que la Corée du Nord, en réaction à la pression maximale qu'on lui a imposée. On se retrouve donc dans un monde où l'Iran reste sous sanction, où il contrôle toujours le détroit d'Ormuz, où la présence militaire américaine dans le Golfe a disparu. Israël est réprimandé, mais pas vaincu. Et l'Iran possède l'arme nucléaire. Ce n'est pas le résultat que ceux qui ont déclenché la guerre voulaient voir, mais c'est bien la direction que nous prenons.
Parmi les 4 scénarios que vous venez d'évoquer, j'aimerais revenir un peu sur le deuxième point, celui d'un possible rapprochement entre l'Iran et les États du Golfe. Dans une interview récente avec l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Hamad Sheikh Al Thani, il a expliqué que les récentes vagues d'attaques menées par l'Iran contre les États arabes sont perçues, de leur point de vue, comme un obstacle à toute avancée diplomatique. Alors bien sûr, ce n'est pas quelqu'un qui me semble particulièrement pro-occidental, encore moins pro-sioniste. Il apparaît plutôt comme une personne raisonnable qui considère que la plus grande menace vient de l'expansion israélienne dans la région et de la volonté d'Israël de la remodeler par la force. Mais d'autres affirment que, dans l'ensemble, beaucoup de gens vivant dans les États du Golfe éprouvent une certaine sympathie pour ce que fait l'Iran. J'aimerais savoir ce que vous pensez, vous, du sentiment général dans les pays du Golfe à propos des actions de l'Iran. Eh bien, Son Altesse a tout à fait raison. Ce sera très difficile à concilier. Mais le fait est que du côté des pays arabes du Golfe, ils n'ont pas d'alternative. L'Iran ne va pas disparaître. Il est bien plus probable qu'il continue à perfectionner son arsenal plutôt que de l'abandonner. Et les bases américaines, qui étaient censées les protéger selon la vision des États du Golfe, se sont révélées être des tremplins pour projeter la puissance contre l'Iran. L'Iran, de son point de vue, trouve cela tout à fait inacceptable. De son côté, il a besoin d'entretenir de bonnes relations avec les pays du Golfe. Et il a été très prudent. Même s'il a attaqué les bases américaines et causé des dégâts, il a pris soin de ne pas franchir la ligne rouge, celle qui consisterait à paralyser complètement leur secteur énergétique ou, plus grave encore, leurs installations de dessalement d'eau. Et l'Iran a constamment affirmé sa volonté de négocier un nouvel accord pour le Golfe. Du côté des Arabes du Golfe, c'est la nécessité qui finira par les pousser à une réconciliation. Ils le feront à contre-cœur, en quelque sorte. Ce ne sera pas facile. Dans chacun de ces pays, il y a sans doute des gens tout aussi désireux de vengeance que ceux des Émirats arabes unis qui se sont distingués. Mais du côté iranien, on reconnaît qu'il y a un besoin stratégique d'entretenir de bonnes relations avec les voisins, surtout face à la menace qu'Israël représente et continuera de représenter. Donc je pense que rien n'est jamais inévitable dans la vie, mais je suis assez convaincu que cela finira par se produire. C'est une question difficile parce que vous avez défini les points d'arrivée en fonction des 4 ou 5 scénarios dont vous venez de parler. Mais si je vous demandais maintenant, sur quelle durée, sur quelle période de temps, vous imaginez que le changement pourrait se produire pour atteindre ce point final, sachant, comme on l'a évoqué, qu'il y a 2 forces qui agissent dans des directions opposées. D'un côté, Israël, qui veut poursuivre, prolonger et maintenir cette guerre d'usure. De l'autre, des pressions internationales et intérieures, politiques et économiques, venant des États-Unis, avec toutes sortes de contraintes auxquelles l'administration américaine est confrontée, mais aussi l'administration iranienne, qu'elle soit économique ou militaire. Alors, quelle serait la durée ou la durée possible que vous envisagez pour voir ces points d'arrivée se concrétiser? Enfin, Je pense qu'il s'agit de calendriers différents. Pour les Iraniens, le calendrier dépend du réservoir, de la pression dans les champs pétrolifères et de leur capacité à la maintenir. Ils peuvent réduire leur niveau de production, ce qu'ils ont d'ailleurs déjà fait. En réalité, ils gagnent plus d'argent avec une production moindre grâce à la hausse des prix du pétrole. Et ils peuvent aussi développer de nouveaux marchés,
certains par voie terrestre, d'autres via la mer Caspienne. Par exemple, même si cela prendrait du temps, l'Iran peut relier ses réserves de gaz au Turkménistan, qui dispose d'un gazoduc vers la Chine. Et ainsi, peut-être grâce à un échange de gaz, ils pourraient exporter vers leur plus grand marché. Et dans la mer Caspienne, les pétroliers russes peuvent aider l'Iran à exporter son pétrole. On voit aussi se développer le trafic routier et ferroviaire vers le Pakistan, et potentiellement, il y a déjà une liaison ferroviaire avec la Chine. Apparemment, une partie du carburant passe par là. Selon certains experts, la pression dans les réservoirs iraniens deviendra un problème d'ici environ 4 mois. Nous sommes en mai, à la mi-mai. Donc ça nous mène à septembre, je suppose. Ce serait peut-être le moment critique pour l'Iran. D'autres estiment que le calendrier pourrait être plus long. Pour les Américains, la période clé, c'est l'été. En juin, on verra à nouveau une forte hausse des prix du pétrole et du gaz aux États-Unis. L'illusion de l'indépendance énergétique va se révéler pour ce qu'elle est, un succès très limité. Autrement dit, oui, les États-Unis n'ont plus vraiment besoin d'importer du pétrole ou du gaz. Nous sommes même exportateurs. Mais non, nous ne contrôlons pas les prix. Ces prix sont fixés par le marché mondial et c'est cela qui touche les consommateurs. Et les consommateurs, ce sont aussi des électeurs. Donc au cœur de l'été, la pression sera forte. On verra à la fois des manifestations et une nouvelle baisse de la popularité de Trump, ce qui représente un vrai danger pour les républicains lors des élections de mi-mandat. Tout cela pourrait bien provoquer quelque chose, un changement de politique ou de position. Il y a aussi, comme je l'ai mentionné, la question de savoir combien de temps la flottille américaine peut être maintenue dans le golfe d'Oman et la mer d'Arabie. Je n'ai pas la réponse à ça, mais c'est très coûteux, que ce soit en rythme d'opération, en fatigue des équipages ou en usure des navires eux-mêmes. Et il n'est pas impossible que, disons, à un moment cet été, peut-être en juin ou en juillet, la flottille devienne une cause perdue, en quelque sorte. Vous voyez, ça met aussi la pression sur Donald Trump pour qu'il trouve un moyen de déclarer une forme de victoire afin de pouvoir sortir de cette guerre, ce qu'il souhaite manifestement faire. Pour revenir à votre question. Je pense que le mot désespoir n'est pas exagéré pour décrire son état d'esprit sur ce sujet. Il part en Chine en ce moment, pour y être du 13 au 15 mai. Je m'attends à beaucoup de fastes et de cérémoniales, les Chinois excellents dans ce domaine. Mais je ne vois pas grand-chose de concret se profiler. Il n'y a aucune preuve que les équipes de préparation aient travaillé sur le sommet, ni que quelque chose de vraiment important en sortira. L'ego de Donald Trump sera sans doute flatté, mais les intérêts américains, eux, n'en sortiront pas renforcés. Et il y a un risque, bien sûr, que le très impulsif M. Trump, dans ses échanges avec le flegmatique M. Xi, perde son sang-froid et que cela tourne au fiasco. C'est donc une situation à surveiller. En tout cas, il n'y va pas pour démontrer la puissance américaine, mais plutôt en position de demandeur. Il va demander aux Chinois d'aider à mettre fin à la guerre en faisant pression sur l'Iran. Mais je doute fort qu'ils le fassent, parce qu'ils ont beaucoup à perdre si l'Iran cesse d'exister comme État souverain et indépendant. Peu importe ce qu'ils pensent de sa nature religieuse, de son régime ou de son idéologie. Et franchement, ils n'en pensent pas grand-chose. Donc je crois que tout cela est en train de converger, et je dirais que ça se produira avant le mois de septembre. Et nous allons, je pense, entrer dans le monde dont je parlais. Un monde où l'Iran n'aura peut-être pas encore déclaré posséder une arme nucléaire, mais où il en aura probablement une. Il ne faut que quelques semaines pour transformer l'hexafluorure d'uranium enrichi à 60% en uranium enrichi à 90 ou 92%,
celui qui est idéal pour une ogive nucléaire. Enriched uranium that is ideal for a nuclear warhead, and Iran can do that underground, unobserved. Et l'Iran peut faire tout ça en sous-sol, sans être observé. Il n'y a plus aucune supervision internationale de son programme nucléaire. Et j'aurais dû mentionner un autre facteur ici. En plus de posséder une arme nucléaire, ce qui ne sera pas une bonne nouvelle ni pour la Chine ni pour la Russie, la relation entre la Chine, la Russie et l'Iran va sans doute encore se renforcer. On se dirige donc vers un golfe Persique où la Chine, la Russie, l'Iran et les pays arabes du Golfe auront des intérêts communs à préserver la stabilité et la paix, mais sans les États-Unis. Les implications stratégiques de tout cela ne se feront probablement pas sentir avant l'année prochaine. Je ne pense pas qu'elles soient immédiatement visibles, mais on s'oriente vers un retour à des conflits de faible intensité, probablement à un niveau plus contenu. Et il est toujours possible que Donald Trump décide de partir avec fracas plutôt que sur la pointe des pieds du Golfe. Dans ce cas, je m'attends à ce que les Iraniens, qui ont déclaré être prêts à repartir, frappent Israël et qu'ils infligent probablement aussi quelques dégâts supplémentaires à tout pays arabe du Golfe qu'ils considèrent comme coopérant avec les États-Unis, en particulier les Émirats arabes unis. Donc, ce n'est pas le moment de se détendre. C'est le moment d'être vigilant. Et pour finir, je dirais ceci. Les pays arabes du Golfe l'ont très bien compris, tout comme le Pakistan, la Chine et l'Inde. Il existe un moyen d'ouvrir le détroit d'Ormuz, c'est de négocier avec l'Iran. C'est la seule façon de l'ouvrir. Et c'est aussi la seule manière d'obtenir un allègement des pénuries qui frappent tous ces pays dépendants des approvisionnements en carburant du Golfe Persique, ainsi qu'en engrais et autres produits essentiels. Une conséquence évidente des 4 points que vous venez d'évoquer, à savoir, d'abord, l'élargissement de l'influence iranienne sur le Golfe Persique, ensuite, le réalignement des relations entre les États du Golfe et l'Iran, puis le déclin de la puissance financière, et à terme, de l'hégémonie globale des États-Unis dans la région. Et enfin, le développement du programme nucléaire iranien vers une capacité de type militaire. La conséquence, donc, c'est que si ce sont bien les 4 points d'arrivée, et qu'on avance un peu dans la chronologie, que devient Israël dans ce scénario? C'est la question qui me vient immédiatement à l'esprit. Eh bien, tout dépend de la manière dont Donald Trump se débarrassera de cette guerre. S'il se sent obligé de lancer une nouvelle attaque alors que les stocks d'armes et les capacités d'interception n'auront pas encore été rétablis, Israël sera frappé de plein fouet. Et beaucoup d'Israéliens ont dû affronter une réalité que la censure militaire très stricte avait longtemps cachée. Leur pays est désormais vulnérable. Ils n'ont plus les moyens de se défendre efficacement contre les armes plus avancées que l'Iran a développées, ni même, d'ailleurs, contre les drones. Résultat, il y a eu beaucoup d'émigration depuis Israël. Le pays est en train de se déliter. Et quand on entend le Premier ministre Netanyahou dire qu'Israël doit réduire sa dépendance envers les États-Unis, on voit bien les signes du désengagement du soutien à Israël, un soutien pourtant essentiel à sa survie. Il n'y a pas d'alternative aux États-Unis. Les Européens peuvent ressentir une certaine culpabilité à cause de la Shoah et donc être enclins à soutenir Israël. Mais même eux perdent patience face au génocide, à la guerre au Liban, aux persécutions religieuses contre les chrétiens et les musulmans et à la guerre en Iran. Et ils ne sont pas prêts à intervenir, même s'ils le pouvaient, pour prendre la place des États-Unis. Il n'y a pas d'alternative aux États-Unis pour Israël, et la relation entre Israël et les États-Unis se détériore rapidement. So what we're looking at potentially is
Ce qu'on observe potentiellement, c'est une répétition de l'histoire des deux royaumes chrétiens du Moyen Âge, juste avant la Renaissance, aux XIe et XIIe siècles en Palestine. Eux aussi dépendaient d'un soutien extérieur. Et quand ce soutien a disparu, ils se sont effondrés. Alors la question c'est où vont aller les Israéliens? Je pense qu'il y a des Israéliens prêts à vivre dans une démocratie qui inclut des non-juifs. Et clairement, un État unique en Palestine, qu'on l'appelle Israël ou Palestine, qui rassemblerait à la fois des Arabes, des musulmans, des chrétiens, des Juifs arabes et des Juifs européens, serait une société où la composante juive pourrait continuer à jouer un rôle moteur, simplement grâce à ses capacités, à son niveau d'éducation, à son énergie et à son engagement. Mais pour qu'un tel changement se produise, ce sera très difficile. Parce que les Israéliens, au lieu de voir le 7 octobre et la percée du Hamas, depuis ce qui est en fait le camp de concentration de Gaza, comme un avertissement, une raison de remettre en question une stratégie purement militaire de survie et de nettoyage ethnique pour consolider le contrôle juif, ont interprété cela comme un appel à la vengeance, à un niveau proche du génocide. Et les sondages montrent que le problème, ce n'est pas tellement M. Netanyahou, mais l'ensemble de la population israélienne. Environ 80% soutiennent la guerre contre l'Iran, malgré les pertes subies, malgré les conséquences qu'ils ont eux-mêmes provoquées. Et la plupart soutiennent le génocide à Gaza. Il n'y a aucun effort pour freiner les pogroms des colons. Au contraire, le gouvernement les soutient. Et la guerre au Liban est perçue comme une grande opportunité pour Israël d'étendre ses frontières vers le nord. C'est donc une société qui, d'un point de vue clinique, est sociopathe. Et ça ne changera pas si M. Netanyahou perd le pouvoir. Ça ne résoudra rien. Les obstacles fondamentaux à toute forme de coexistence pacifique entre Israël et le reste de l'Asie de l'Ouest vont persister. Et ces divergences sont aujourd'hui très marquées et impossibles à concilier. Et même si vous avez raison sur l'impact à long terme ou la possibilité à long terme d'un effondrement israélien, disons, si certains objectifs sont atteints, quand on regarde les effets à court terme de cette guerre sur Gaza, c'est tout simplement dévastateur. Entre l'adoption de la loi sur la peine de mort, l'extension de ce qu'on appelle la ligne jaune et l'occupation de Gaza, ou encore l'expansion des colonies en Cisjordanie, on pourrait continuer la liste. Mais le point essentiel, c'est que depuis le début de cette guerre, la question palestinienne a perdu de son élan, même parmi les analystes qui s'y consacraient depuis environ 2 ans. Je pense qu'il y a eu, c'est certain, une perte d'attention sur la question palestinienne. Mais le Hamas a en gros atteint son objectif, remettre ce sujet à l'ordre du jour mondial alors qu'il en avait disparu. Les accords d'Abraham étaient une tentative, réussie d'ailleurs, de contourner la question palestinienne. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À court terme, et c'est d'ailleurs le cadre d'analyse que la plupart des Israéliens semblent privilégier, Israël s'en est très bien sorti. Le pays a détruit la Syrie comme rivale ou comme voie de réapprovisionnement en armes du Hezbollah au Liban. Il a pris le contrôle du sud du Liban et d'une partie de la Syrie. Comme vous l'avez dit, c'est un génocide au ralenti, moins visible, qui se déroule à Gaza. Mais malgré tout, Israël est en train de prendre le contrôle de Gaza. Et vous savez, ils ont même réussi à convaincre Donald Trump et ses proches qu'ils devraient construire un complexe immobilier de luxe sur ce qui est littéralement un cimetière chargé de génocide à Gaza. C'est un projet d'une noirceur incroyable. Alors encore une fois, je reviens à cette question. Pourquoi Binyamin Netanyahou dit-il qu'il faut se détacher de la dépendance au soutien américain? Il y a un problème.
Et la nature de ce problème reste cachée, parce qu'aucun des deux camps n'a intérêt à la rendre publique. Le pouvoir de Netanyahou en Israël repose sur sa prétendue capacité à manipuler les États-Unis. Ability to manipulate the United States. Donald Trump is caught between the Epstein files Donald Trump se retrouve pris entre les dossiers Epstein for Israel et le chantage qu'ils permettent à Israël et ses riches donateurs juifs qui sont sionistes. Vous savez, je devrais préciser qu'un nombre croissant de juifs aux États-Unis ne sont pas sionistes, mais ces donateurs, eux, le sont notoirement. Donc je pense qu'aucun des deux camps n'a intérêt à reconnaître qu'il y a des tensions et des difficultés dans la relation entre les États-Unis et Israël. Et pourtant, il y en a clairement. Certains opposants de Netanyahou ont d'ailleurs saisi cette occasion pour le critiquer, sans bien sûr apporter la moindre preuve qu'il saurait résoudre les problèmes à l'origine de ces tensions entre Washington et Tel Aviv. Voilà où nous en sommes. So, and there we are. So once again, there's much more going on. Encore une fois, il se passe bien plus de choses sous la surface. Pas seulement dans le Golfe, entre les États du Golfe et l'Iran, mais aussi entre les États-Unis et Israël, bien plus que ce que les gens imaginent. Et pendant ce temps, les Européens ont lentement souligné la mise à l'écart de la question palestinienne. On voit Kaja Kallas, ma porte-parole préférée sur tous les sujets, déclarer que les sanctions de l'Union européenne sont d'une grande sévérité. On peut alors se demander pourquoi l'Union européenne ne sanctionne pas les colonies, puisqu'elles sont illégales au regard du droit international. Mais bien sûr, les comportements les plus flagrants attirent l'attention des médias et mettent l'Union européenne dans l'embarras. Et j'imagine qu'on peut comprendre cela comme un calcul politique assez cynique, plutôt qu'une question de principe. In terms of crass political calculation, if not in terms of principle. On va s'arrêter là, ambassadeur Freeman. Cette conversation a été vraiment très utile. Merci beaucoup pour votre temps. Well, glad to be with you. Eh bien, ravi d'être avec vous, Jyotish. Espérons qu'un jour nous aurons quelque chose de plus agréable à discuter que ce qui se passe dans le monde en ce moment. Gloom and doom. Oui, tu dis ça depuis un moment, et je l'ai bien remarqué de mon côté. Mais bon, comme toi, j'espère qu'on aura quelque chose de plus intéressant à aborder la prochaine fois qu'on se verra. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous aimez notre travail et que vous souhaitez qu'on construise un véritable espace d'archives pour la gauche, j'ai 2 petites demandes. D'abord, pensez à faire un don pour soutenir cette initiative. Le lien est dans la description juste en dessous. Et si vous ne pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Don't forget to hit the subscribe button.